Ouais, c'est idiot, hein. Tiens, Ah, mais ça marche. Parce que depuis tout à l'heure, ça se déconnecte. Donc, je suis un petit peu inquiète, en fait. On t'entend très bien, Laurence, et il y a 193 personnes qui t'entendent. Magnifique. Bien, écoutez, bonjour. En juillet dernier, à cette même époque, souvenez-vous, nous ouvrions l'édition 2019 des ateliers de l'Institut français au théâtre Montansier à Versailles, en présence des deux ministres, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères d'une part, culture d'autre part. Alors, nous vivions encore ces jours heureux dont nos mémoires gardent toujours la saveur. Et comme vous le savez, le monde a basculé depuis lors, nous affectons tous dans une mesure qu'on ne pouvait guère imaginer. Vous avez dû souvent fermer vos locaux du jour au lendemain, poursuivre à distance les cours de langue, chercher à fidéliser vos communautés d'élèves et d'apprenants, garder le lien avec eux. À Paris, nos équipes ont dû se mettre en mode télétravail avec un préavis très court. Ce que je peux, avec le recul, dire de cette épreuve, c'est que nous y avons fait face ensemble, nos ministères de tutelle, vous, le Réseau français à l'étranger et l'Institut français. Concernant notre établissement, nous n'avons, dès les premiers jours du confinement, nous n'avons ménagé aucun effort pour mettre à votre disposition toutes les ressources numériques sur lesquelles nous avions pu mettre la main, qu'il s'agisse de formation, d'apprentissage du français ou de ressources culturelles et artistiques accessibles en ligne. Alors nous nous sommes efforcés d'aller au-delà, de proposer des innovations comme cet accès gratuit pendant plusieurs mois à Culture Tech, comme les assises numériques du roman, comme cette version virtuelle de la Fabrique Cinéma ou encore l'offre de cinéma en ligne IF Cinéma. Mais je dirais que la meilleure illustration est certainement cette première édition en 2020 d'une version entièrement numérique des ateliers de l'Institut français, donc qui se déjà constaté, qui se déroule et octobre. Alors ces ateliers ne sont jamais, vous le savez, une mince affaire et cette année sans doute moins encore que les années précédentes. Tout a été préparé avec son aspiration légendaire à la perfection. Tout a été préparé donc par Claire Dupuis, à laquelle je prends la liberté, en notre nom à nous tous, de rendre un hommage particulier pour la mise en place de ce dispositif. Merci Claire. Nous avons noté que vous-même, vous avez fait preuve d'une grande inventivité, couplée à une énergie jamais prise en défaut, pour surmonter ce choc aux conséquences souvent dramatiques, notamment pour le modèle économique de vos instituts ou de vos alliances. Les ministères, les institutions de l'écosystème culturel français ont également joué chacun leur partition et c'est donc un effort collectif, solidaire, qui a été déployé pour faire face à une catastrophe qui menaçait. Je tiens à le souligner et à en remercier ici toutes les parties prenantes à cette entreprise. Alors, Errol Hock, notre nouveau directeur général délégué, que la plupart d'entre vous découvrent aujourd'hui à la faveur de ce webinaire planétaire, puis les différents responsables de département vous en diront davantage sur les perspectives aussi ouvertes par cette rupture. Alors, pour ma part, je conclurai en étendant mes remerciements à une période bien plus longue que cette crise sanitaire, puisque, comme vous le savez sans doute déjà, mon mandat de président de l'Institut français prendra fin le 9 août prochain, 3 ans après ma nomination, comme c'est la règle. Je rejoindrai ensuite le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie pour contribuer à la réflexion dès la rentrée, un cours sur cette thématique à l'École de relations internationales de Sciences Po. D'habitude, il y a 3 ans, n'a pas été, vous en doutez, un long fleuve tranquille, mais elle a été intense, elle a été gratifiante, elle a été une source d'inspiration aussi pour
Est-ce que vous m'entendez? Je crois qu'on a eu un petit problème de connexion avec Pierre. Pierre qui va revenir parmi nous, je pense, assez vite. Je me permets peut-être dans ce cas-là de prendre le relais, si ça convient à tout le monde et si tout le monde m'entend bien. Je crois qu'il n'y a plus de problème de connexion apparemment. Donc voilà, je voudrais justement commencer, j'espère qu'il m'entend, par remercier très sincèrement Pierre, d'abord pour son introduction et puis aussi pour tout le travail qu'il a accompli au cours de ces 3 ans. Donc le remercier au nom de toutes les équipes de l'Institut français et je crois au nom des équipes du réseau aussi, sans me tromper, pour son dévouement à l'Institut, aux tutelles et aussi, je crois, au réseau des instituts français et des langues françaises. Voilà, donc à titre personnel, je veux dire que ça a été un plaisir de travailler avec Pierre depuis mon arrivée en janvier 2020 à l'Institut français et je tenais vraiment à le remercier pour cela. C'est un plaisir de travailler avec les équipes de l'Institut français et c'est aussi, je dirais, un honneur de travailler avec vous tous du réseau au quotidien pour l'influence de la France dans le monde. Je crois que le dispositif français dont nous faisons tous partie est assez unique au monde et naturellement c'est une vraie fierté personnelle de pouvoir à ma modeste mesure y contribuer et je vous garantis que je ne ménagerai pas mes efforts à vos côtés pour cela. Alors bien sûr dans le contexte de mon arrivée à l'Institut français qui a été un peu particulier, le confinement et quelques semaines en France et quelques semaines avant le confinement dans la plupart des pays du monde. Bon, je vous avoue que je n'aurais pas forcément imaginé que nous verrions, nous entendrions dans ces conditions-là, c'est-à-dire en ligne et à distance pour cette 10e édition des ateliers de l'Institut français. Et je ne vous cache pas non plus que nous sommes interrogés avec nos tutelles ministérielles sur le maintien ou non de cette édition dans ce contexte si particulier, notamment pour le réseau. Nous savons les difficultés que vous avez subies et pour certains d'entre vous que vous subissez encore dans vos établissements ou aussi dans vos vies personnelles. Et on s'est évidemment naturellement demandé si, dans ces conditions-là, à un moment aussi difficile, il fallait maintenir ce rendez-vous annuel. Mais en fait, nous n'avons pas vraiment hésité très longtemps parce qu'il nous a semblé peut-être finalement plus crucial que jamais de maintenir ce moment qui nous rassemble tous et qui, en quelque sorte, scelle un petit peu le lien assez fort entre, d'une part, l'Institut français et les ministères à Paris, et puis d'autre part, le réseau à l'étranger dans toute sa diversité. On s'est dit, voilà, ce fil rouge pendant cette épreuve et après cette épreuve, il faut sans doute le renforcer encore plus qu'auparavant. Et je veux dire que votre réponse à cet appel nous a vraiment ravis et honorés, puisque près de 1200 personnes se sont inscrites à cet événement des ateliers de l'Institut français cette année. Et donc, vous pourrez effectivement vous répartir tout au long de la vingtaine d'ateliers thématiques qui auront lieu la semaine prochaine. Voilà, donc je pense qu'au nom de toutes les équipes de l'Institut qui ont préparé cet événement, on voulait vraiment vous remercier pour ce qu'on considère comme une grande marque de confiance, une grande marque d'intérêt. Alors, je vais vous dire, on a tous conscience que vous avez vécu des moments, des semaines et des mois difficiles à vos postes, parfois douloureux. Il a fallu parfois, évidemment, procéder à des fermetures temporaires d'établissements, à des pertes de recettes qui ont été parfois conséquentes, notamment en lien avec les cours de langue qui se sont interrompus. Voilà, et ça a créé évidemment beaucoup d'incertitudes pour tout le monde et on en a parfaitement conscience. Je crois que Pierre l'a dit, on a essayé avec nos moyens et nos outils d'apporter des premières réponses, un peu immédiates, un petit peu en urgence. Mais voilà, on a aussi cherché, je crois, avec les ministères, à réfléchir aux pistes qui pourraient vous aider à rebondir, parce qu'on veut aussi se projeter dans l'après-crise, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et d'une certaine manière, c'est un peu tout le sens de la campagne digitale de communication que l'on va lancer à la rentrée, en faveur de l'apprentissage l'Institut français et les alliances françaises. On sait que c'est un point extrêmement sensible, on l'a dit, à la fois pour l'aura de la France localement, et puis évidemment de la langue française, et puis aussi pour des questions budgétaires évidentes pour vous tous. Donc on veut tout faire pour que le rebond, la reprise des cours se traduise par des réinscriptions, si possible, massives dans vos centres de langue, et c'est vraiment l'esprit de cette campagne qui devrait être lancée à l'automne. Alors je veux dire qu'elle a été conçue comme très inclusive, et son succès dépendra beaucoup de son appropriation par vous tous dans les établissements, vous allez le voir. Donc il y aura une présentation de cette campagne à 15h45 et je vous invite vraiment à venir nombreux y assister parce que je pense que c'est un point crucial.
Alors, vous l'avez vu pour cette édition 2020 des ateliers d'Institut français, on a fait le choix du coût numérique. C'est pas seulement un choix technique, je dirais, c'est aussi un choix symbolique de ce que nous avons vraiment cherché à mettre en place avec vous tout au long de ces semaines, de ces mois de crise, mais aussi depuis plusieurs années. Depuis de longues années, je dirais, c'est un fil rouge là aussi de notre action en direction du réseau. Alors, ce moment très particulier de la crise, je pense que nous collectivement à réfléchir avec nos ministères pour mettre en place, pour réfléchir à des pistes, à la place du numérique dans la stratégie d'influence. Je crois qu'il y a de nombreuses pistes qui sont qui peuvent être explorées. Et que sur ce sujet-là, je dois dire que nous ne comptons pas réfléchir tout seuls à Paris entre nous, mais bien entendu, nous avons besoin de vos considérations sur ce sujet, vos attentes, vos besoins, le travail que nous comptons construire avec vous. Alors, ce dialogue-là, cette connaissance un peu fine de vos enjeux, nous les pensons nécessaires, et pas seulement, évidemment, pour le sujet du numérique. On le pense de manière générale, et c'est un peu tout le sens de cette 10e édition des ateliers. Nous l'espérons vraiment la plus interactive possible. Et je ne dis pas ça voilà, par principe, je le dis avec vraiment sincérité au nom des équipes. Vous nous avez déjà aidé un petit peu à co-construire ce programme, et je vous en remercie particulièrement, avec peut-être une mention spéciale aussi pour celles et ceux d'entre vous qui ont directement contribué avec des contributions vidéo qui sont visionnables en ligne actuellement. En tout cas, sachez que les équipes de l'Institut seront vraiment à votre disposition et à vos côtés pour construire ensemble une stratégie d'après-crise. Et je crois que votre présence à toutes et à tous ici nous motive d'autant plus. Alors, pour conclure, je dirais que pour réussir à vos côtés et à nos côtés, cette stratégie, le rôle des 2 ministères de tutelle de l'Institut français, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, sera vraiment crucial. Il l'est toujours, mais il l'est encore plus particulièrement, je dirais, à la suite de cette crise. Et nous avons là la chance de pouvoir compter sur des liens étroits et forts avec ces 2 ministères-là. Donc, je crois que c'est très important. Et à cet égard, je ne vais pas m'appesantir plus longtemps et je suis très heureux de laisser la parole à Laurence Sauveur, que vous connaissez, mais qui est directrice de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, chère Laurence, je te passe la parole. Et je coupe mon micro. Bonjour, mesdames et messieurs, cher Pierre, j'espère que vous m'entendez. Je suis pour la 4e fois devant vous dans une année un peu particulière. C'est une année évidemment marquée par la crise sanitaire. Et comme vient de le dire à la fois Erol et Pierre, nous avons absolument tenu à maintenir une forme de lien avec vous. Parce que dans la crise et dans les pratiques qui ont été les vôtres depuis 4 mois, nous avions encore plus besoin que jamais, à travers ces ateliers, de vous transmettre un certain nombre de messages, bien sûr, de solidarité, de remerciements. Vous avez été tous, dans chacun des pays, avec des situations extrêmement complexes, dans un état de résilience, de résistance, de créativité aussi, qui ont été remarquables, qui ont été salués partout. Et je crois qu'au bout de tous ces mois, mon principal souhait aujourd'hui, c'est de vous dire... J'espère que vous m'entendez mieux ainsi. Est-ce que c'est mieux ainsi? Il paraît qu'on entend ma voix en double. Alors déjà, avoir 2 tutelles, c'est compliqué. Mais 2 discours superposés, c'est pire. Est-ce que c'est mieux ainsi? Toujours 2 fenêtres ouvertes. Ah, voilà, donc je reprends. Mon message également venait à point nommé pour dire à Pierre combien nous lui devons. Je profite de ces ateliers dans un format inédit pour dire combien, cher Pierre, nous avons apprécié ta vision, ton calme, ta capacité à mener de front à la fois dans le débat d'idées
et dans la discussion, par exemple, avec les alliances françaises, des discussions qui étaient très compliquées. Et pour tout cela, plus, je crois, tout ce que le réseau te doit, tous tes voyages, nous voulons tous te remercier. La crise, évidemment, nous a montré un point qui était évident avant. Je vérifie que vous m'entendez toujours. Est-ce que je peux vérifier que vous m'entendez toujours, Erol? Laurent, on t'entend, c'est parfait. Oh, désolée. Je recommence avec mes 2 ordinateurs. Et je ne me sens pas seule du tout. Je vous vois tous sur chacun des 2 ordinateurs. La crise nous a montré, et je sais avec l'équipe de l'Institut français, combien nous avions besoin de réfléchir à nos missions, combien la crise des mobilités marque nos activités, combien les cours de langue sont affectés par le fait que les publics aient disparu. Je pense aussi au travail qui a été fait pour faire de la communication. Et encore une fois, dans le fond, ces 3 champs, que ce soit la création, que ce soit la réflexion sur les activités de type cours de langue, ou que ce soit sur la communication, nous devons, Institut français, beaucoup, tout, puisque ce sont vous qui préparez tous les outils, de mutualisation, tous les formats qui nous permettent de travailler ensemble. Et c'est également vous qui avez réfléchi à cette question que tu venais d'évoquer, cher Erol, du numérique. Évidemment, la crise a été un accélérateur incroyable de besoin de changement. Nous avons besoin aujourd'hui, probablement pas au milieu de la crise, mais pour l'avenir, de transformer encore ce besoin de numérique dans 3 aspects, au-delà simplement de ce qui a été fait jusqu'ici dans le domaine éducatif et culturel. Le numérique est apparu comme une source de création, comme une source au plus près du terrain, de votre terrain, pour mettre en avant la diffusion des contenus qui étaient adaptés à vos propres publics. Deuxièmement, le numérique est apparu comme un vecteur essentiel de diffusion. Je ne reparlerai pas des plateformes, je ne parlerai pas des cours en ligne, de l'utilisation ad hoc, de tout ce qui a pu être fait sur le débat d'idées, mais évidemment, il est apparu que nous pouvions démultiplier les moyens du réseau de façon exponentielle si nous travaillions mieux et si nous utilisions tout ce que le réseau a produit pendant cette période. Et enfin, le numérique, outil de collaboration, ces ateliers en sont la preuve, vecteur de rencontres, vecteur de co-création artistique. Je donnerai 1 ou 2 chiffres. Le marché du film, d'habitude, permet d'avoir 1% de participants, qu'ils soient producteurs ou réalisateurs africains. Cette année, il y en a eu 10 000. Donc, en réalité, ce changement qui est impliqué par la crise, bien sûr, il est extrêmement aujourd'hui pénalisant sur vos chiffres, sur votre performance, je dirais, mais à terme, il est une source, il est un levier indispensable d'un changement beaucoup plus profond. Et je suis heureuse d'avoir entendu Erol parler de transformation numérique de la diplomatie d'influence, parce que c'est exactement ce que nous voulons faire. Nous présentons un projet conjoint avec l'Institut français au ministre mardi prochain. Et dans l'intervalle, il aura enregistré une petite vidéo pour ses ateliers. Je m'y engage. Même s'il rentre d'Irak ce soir, il tient à travers moi à vous dire que là, pour lui, la diplomatie d'influence est une partie intrinsèque de la diplomatie. Elle fait partie de ses objectifs prioritaires, et pas simplement parce que ce sont des ressources du ministère, mais également parce que ce sont à la fois notre lien avec les sociétés civiles, notre lien avec nos valeurs et notre lien avec notre ADN politique depuis plus d'1 siècle. Alors très rapidement, parce que je dois parler, j'ai 4 minutes à me demander si mon micro... je reviendrai très rapidement sur 3 priorités. Langue française et plurilinguisme, on vous serine cela depuis 2 ans. Cela reste une grande priorité. C'est notre épine dorsale, c'est l'éducation par l'éducation qu'on va toucher des publics jeunes. C'est à partir des 13 ans, 16 ans que nous voulons toucher nos finalement publics cibles de demain. Et donc pour nous, l'éducation reste extrêmement importante comme dynamique transversale de nos actions,
comme brique pour réussir à faire le lien entre l'économique, le culturel et le linguistique, mais aussi parce que c'est un vecteur d'avenir avéré pour laquelle l'image de marque française est la plus forte. Deuxièmement, je voudrais redire que le soutien à l'export, la vision économique de la culture, n'est pas un gros mot. Au contraire, c'est une priorité qui est de plus en plus évidente après la crise sanitaire. Nous souhaitons, au-delà des plans d'action, au-delà de cette idée qu'on va faire des états généraux des ICC, donc parler de plus en plus, que ce soit avec l'AFD, avec l'Institut français, avec le CNC d'industrie culturelle et créative, nous voulons transformer cet essai, nous voulons que désormais la culture soit un support à l'export, et je sais que nous allons revenir auprès de vous à cet égard. Et enfin, je voulais aussi vous dire que nous voulons continuer avec l'Institut français le travail sur la communication, parce que nous avons franchi un très grand pas cette année de rapprochement avec l'Alliance française. Encore une fois, sans Pierre, sans l'ensemble des équipes de Judith, nous ne serions pas parvenus. Je crois aujourd'hui que c'est le terrain le plus idyllique que je connaisse, c'est le terrain de la Fondation Alliance française. C'est désormais un thé à Paris passé, vous allez voir. On a un président, on a un comité. Tout le monde veut travailler avec vous, que ce soit sur les terrains qui sont les nôtres et ceux des Alliances françaises, que ce soit entre l'Institut et la Fondation Alliance française. De ce fait, je dirais pour terminer que le rôle de l'Institut français est renforcé comme opérateur pivot. Et encore une fois, merci Pierre, parce que c'est grâce à toi, tout cela, opérateur de débat, opérateur sur les différents champs de la diplomatie d'influence et opérateur, je crois, pour l'avenir, charnière sur la transformation numérique, le lien entre évidemment les modes de faire de demain que nous allons construire ensemble avec les postes, jamais depuis un bureau à Paris, toujours avec vous, toujours au service du réseau. Bon, pour finir, je ne sais pas, je ne vous vois pas, ce qui est étrange pour moi. D'habitude, je vois tout le monde. Là, je n'ai personne devant moi. Sachez que pas une seule minute, mais n'ont pas été portés sur les terrains, dans les instituts, dans les SCAC. Je sais que ça a été difficile. J'espère que vous aurez cet été une pause. J'espère que la rentrée sera moins complexe. Sachez en tout cas que mon équipe, c'est 120 personnes, est à disposition nuit et jour. Il n'y a pas seulement Emmanuel Marchand et l'Institut français, c'est toute mon équipe de RES, avec à sa tête Rémi Lambert, qui ont travaillé mais sans relâche, même pas une heure de pause pour sortir du bureau, pour ne pas chercher des solutions ad hoc pour chacun d'entre vous. Nous restons à votre disposition sur les questions RH, sur les questions budgétaires, sur les questions de format, sur les questions de projet, d'outils. Merci vraiment beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup Laurence. Je crois qu'on a tous été très sensibles à ce que tu as dit sur le travail, je dirais, à plusieurs entre l'Institut français, les tutelles, le réseau dans sa diversité. Donc vraiment merci pour ces mots, et puis je pense qu'ils ont fait très plaisir à Pierre aussi. Et justement Pierre, comme tu as vu quelques petits problèmes de connexion, peut-être je me permets de te repasser la parole. Oui, merci. Merci Hérol, et merci Laurence aussi de ces mots que je prends, non pas pour moi personnellement, mais pour toute notre équipe. Bon, tout à l'heure, il y a eu une petite interruption, donc je voulais conclure, ce que vous n'avez peut-être pas entendu, c'est que mes remerciements que je vous ai adressés pour la partie, enfin la crise sanitaire, ces remerciements, je voudrais les étendre à une période plus longue, puisque comme vous le savez, sans doute déjà, nous avons envoyé un message réseau hier, je crois. Mon mandat de président de l'Institut français est appelé à prendre fin le 9 août prochain, donc 3 ans après ma nomination, comme c'est la règle, et après il me reviendra de rejoindre le Centre d'analyse de prévision et de stratégie, pour la 3e fois d'ailleurs, et y contribuer à la réflexion sur la diplomatie d'influence et la diplomatie culturelle. J'assurerai également dès la rentrée un cours sur cette thématique, un cours à distance d'ailleurs, en mode Zoom, à l'École de relations internationales de Sciences Po. Alors je conclurai en disant que la mission qui m'a été confiée il y a 3 ans n'a pas été un long fleuve tranquille.
mais c'était une mission intense, gratifiante aussi, une source d'inspiration pour les responsabilités nouvelles qui m'attendent. Et je voulais donc vous en remercier parce que c'est avant tout par vous, par le réseau, que la mission de l'Institut français prend tout son sens, qu'elle revêt toute sa dimension, donc au service de l'image et des intérêts de la France. Et certainement, c'est dans cet esprit que je souhaitais former des vœux très sincères pour les succès à venir de cette belle entreprise commune. Alors, je vous dis donc au revoir, peut-être à une prochaine occasion, ici ou là, de rencontre dans le village planétaire. Et je repasse la parole à Erol, en espérant qu'on a retrouvé Alban. Ça a mieux marché. On recherche Alban Donnet, qui devait prendre la parole au nom du ministère de la Culture. On aimerait beaucoup qu'il puisse faire une petite intervention au nom du ministère pour vraiment avoir le point de vue de nos deux tutelles. Ça serait très important. On essaye techniquement de le reconnecter. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On va faire ce qu'on peut. Ce que je vous propose en attendant, c'est qu'on passe à la séquence suivante, qui était une présentation par différents directeurs de département de l'Institut français de leur vision de ce que la crise a produit dans la relation quotidienne de nos activités avec le réseau, en direction du réseau, donc avec vous tous et toutes. Et je vous propose, qu'on a beaucoup parlé de numérique dans nos propos introductifs, je vais tout de suite passer la parole à Agnès Alfandari, qui est précisément la directrice du numérique, du département numérique de l'Institut français. Agnès, je te passe la parole. Merci beaucoup, Erol. Bonjour à toutes et tous. Je suis très, très heureuse de vous retrouver et encore plus heureuse d'échanger avec vous la semaine prochaine lors des ateliers thématiques. Vous savez que l'un des sujets de ces ateliers, l'un des thèmes, c'est le défi de l'innovation. Le défi de l'innovation, puisqu'on l'a déjà largement dit, on a beaucoup parlé de numérique et utilisé le numérique ces derniers mois. Ça a été pour la plupart notre moyen d'action principal pour rester en communication avec nos publics, pour maintenir une continuité pédagogique des cours ou alternative, pour proposer une offre culturelle. Ça pose beaucoup de questions, ça a ouvert des opportunités, mais aussi présenté des contraintes. Et c'est sur cela que l'on aimerait beaucoup discuter avec vous, partager vos expériences, votre expertise, vos bilans, pour évaluer les besoins et accompagner ce qui a été évoqué à la fois par Erol et par Laurence, à savoir une transformation digitale de la diplomatie culturelle. Alors, vous vous êtes tous saisis avec beaucoup d'innovation, d'initiatives de ces outils, évidemment pour proposer des cours en ligne, notamment, ça a été un volet très important, mais aussi vous avez produit massivement une offre culturelle très diverse, des interviews, des débats, des festivals en ligne, des concerts, etc., etc. Vous vous êtes aussi saisi assez largement des offres de l'Institut français, Pierre l'a rappelé. Mais donc, cette dématérialisation des modalités d'action, elle pose question. Alors, elle a, dans les aspects positifs, ce que vous avez très largement relevé et partagé avec nous, c'est l'impact sur le développement des publics. Il y a quelque chose qui est beaucoup revenu dans les témoignages, à savoir qu'effectivement, quand on passe en numérique, potentiellement, on augmente la jauge et le nombre de personnes auxquelles on parle, mais on augmente aussi les profils. Vous avez touché des publics différents, des publics à distance, éloignés, des publics plus jeunes parfois. Et ça, c'est évidemment très, très intéressant. L'autre impact positif qui a été souvent relevé, c'est la modernisation de certaines actions. Voilà, on a eu une transformation digitale qui s'est imposée puisqu'il n'y avait pas d'autre choix et pas d'autre alternative, mais ça a permis de faire des pas de géant dans certains domaines, et vous êtes nombreux à ne pas vouloir forcément revenir en arrière sur certains sujets, ou en tout cas à vouloir les combiner avec d'autres modes d'action. Je pense à la possibilité de payer à distance ses cours de français, à suivre ses cours de français en ligne, évidemment. Il y a la question de la diffusion en ligne de la programmation culturelle, qui est quelque chose qui revient beaucoup. Et puis aussi les modes de travail. Le fait de pouvoir travailler en visioconférence, les webinaires, la formation, les modules de formation à distance, qui ont des choses, qui sont des modules qui ont vraiment
prouvé leur efficacité et dont beaucoup d'entre vous souhaitent pouvoir profiter encore, sans parler de l'impact très positif qu'ils peuvent avoir en termes d'environnement. Alors, tout ça ne change rien au sentiment absolument partagé par tous d'un très fort désir de revenir au présentiel, de retrouver la convivialité, les échanges humains, la rencontre avec les artistes. Donc, effectivement, la question majeure qui se pose et qui revient dans les échanges, c'est celle de l'hybridation. C'est-à-dire, en gros, pour reprendre les mots d'un de nos collègues, comment garder le meilleur de maintenant et le meilleur d'avant, et comment combiner les deux, puisque vous avez tous fait l'expérience du fait que travailler en numérique et dématérialisé ne fait pas du tout gagner du temps, au contraire, hein, ça demande beaucoup de travail. Donc la question de faire les deux pose des questions de moyens, d'organisation, auxquelles nous souhaitons réfléchir avec vous. Donc, notamment, ce qu'on a vu aussi, c'est la masse. Comment vous avez vu à l'occasion de ce confinement tous les établissements culturels qui ont très largement partagé, l'IF l'a fait aussi également, une offre culturelle très très variée. Donc on a découvert pour certains l'incroyable richesse et diversité de l'offre culturelle en ligne, mais comment trouver celle qui nous intéresse, comment trouver celle qui est en adéquation avec les besoins de nos publics, avec les besoins, les enjeux de coopération localement. Donc il y a vraiment des questions d'éditorialisation, des questions de médiation autour de ces contenus qui se posent également. Vous avez massivement produit des contenus, comment on s'organise pour produire ces contenus, quels sont les outils qui sont nécessaires, quels sont le besoin de monter en compétences pour être le plus efficace sur ces questions-là. Tout ça relève des questions de transformation digitale et effectivement, comme l'a rappelé Laurence, le ministère et l'IF sont en dialogue pour travailler à un plan autour de cette question de la transformation digitale, et les AIF vont nous offrir l'occasion d'en discuter autour notamment de 2 ateliers, dont l'un est triplé, l'autre est doublé. Je vous invite à les regarder et à vous inscrire. Donc l'un va concerner plus particulièrement l'offre culturelle en ligne. Que garder de ce que l'on a mis en place, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nos publics et comment hybrider le présentiel et le virtuel. Et le deuxième atelier portera plus, lui, voilà, quels sont les bons outils, comment les choisir, comment mutualiser éventuellement les usages, comment s'y former. Nous discuterons ensemble de tout cela pour avancer sur cette question qui n'est pas l'alpha et l'oméga de la diplomatie culturelle, mais qui va sans doute en devenir un aspect important et sans doute de plus en plus important. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt, à la semaine prochaine, et je passe la parole à ma collègue, si Alban n'est pas revenu, ma collègue Émilie Boucheteil, directrice du département cinéma. Merci Agnès, bonjour à tous et ravie de vous retrouver aujourd'hui en ligne, même si malheureusement cette année on ne peut pas se voir. Je voulais vous présenter aujourd'hui les 2 grandes actions qu'on a conduites pendant cette période de crise et la transformation de nos actions dans le secteur du cinéma. On a entièrement dématérialisé nos actions cannoises. Comme vous le savez, normalement, on se retrouve sur un pavillon à Cannes qui comprend tout un tas d'activités, des tables rondes, la présentation des activités de formation pour le programme La Fabrique Cinéma, qui est un programme d'accompagnement à des réalisateurs de premier et second films issus de pays du Sud et émergents, des rencontres professionnelles, etc. Donc tout ça n'a pas pu avoir lieu, donc il a fallu réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place pour accompagner les projets de notre Fabrique Cinéma, qui sont quand même 10 projets sélectionnés rudement cette année, qui représentent 17 jeunes réalisateurs et producteurs. On a transformé la Fabrique Cinéma en une e-fabrique. On a monté environ 50 réunions Zoom avec des professionnels qui normalement rencontrent les projets en amont du festival, mais surtout pendant le festival de Cannes, pour faire en sorte que les projets puissent trouver des partenaires, des coproducteurs, malgré ce contexte de crise. On a monté un pavillon virtuel, comme le disait Laurence tout à l'heure, c'est le marché du film de Cannes a lancé pour la première fois, et c'est le premier festival au monde
à le faire, un marché du film en ligne. Donc, il nous semblait tout à fait important d'avoir un pavillon, les cinémas du monde, et que l'Institut français et nos ministères et nos attachés audiovisuels soient présents et soutiennent cette initiative qui est un véritable défi et pari technologique, puisque le marché du film a développé des solutions en 2 mois, ce qui était un vrai pari pour eux et pour nous. Et vous donner quelques chiffres. Tout ça, ce sont vraiment des outils et des formats d'accompagnement réinventés. Un temps d'accompagnement des projets et des porteurs de projets étalé sur 2 mois. De nouveaux outils de présentation avec des pitchs vidéo. Ça nous a permis de nous rendre compte que dématérialiser, c'est effectivement décupler le potentiel des projets. Donc, ce sont 250 rendez-vous qui ont été montés avec des partenaires et des coproducteurs financiers possibles pour les projets pendant le marché. Ce sont aussi des événements live qu'on a organisés et qui ont rassemblé environ 2000 vues pour les événements qui ont eu le plus de succès, mais qu'on a aussi retransmis sur nos réseaux sociaux, et notamment la masterclass de notre parrain Rachid Bouchareb qui a rassemblé plus de 10 000 spectateurs. Ce qu'on constate donc aussi, c'est que ça permet de démocratiser des contenus professionnels et que ces contenus professionnels peuvent avoir un potentiel grand public. Donc ça, c'était aussi une conclusion très importante. Ça permet aussi de faire le point sur ce potentiel qui est décuplé pour les projets et de se dire que tout un tas d'outils seront pérennisés l'année prochaine. On va aller, comme le disait Agnès, vers des solutions hybrides avec des accompagnements plus en amont du marché et du festival qui, on l'espère, se tiendra bien en présentiel en 2021 pour avoir cette maturation des projets de la Fabrique Cinéma qui soit plus approfondie. La conclusion aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a réussi à recréer en ligne un sentiment collectif assez fort autour des projets et que ce qui était très important aussi, c'est toute la possibilité de retransmettre des choses qui étaient diffusées en direct, en replay, et que les gens qui n'avaient pas le temps d'assister à l'intégralité de ce qu'on présentait, par contre, se reconnectaient pour regarder les rediffusions. Vous dire aussi qu'on a travaillé, parce que c'était une demande très forte de votre part, donc de l'ensemble du réseau, à des offres de cinéma en ligne. Offres de cinéma en ligne, donc en lançant notamment l'événement IF Cinéma à la carte. Donc notre plateforme IF Cinéma n'est normalement pas accessible au grand public, et donc on a monté en quelques semaines, grâce à notre partenaire et prestataire technique Arte, une page événementielle qui le permettait, qui a rassemblé, qui vient de se clôturer le 14 juillet dernier, et qui a rassemblé 86 000 spectateurs, ce qui est considérable. On sait qu'il y a une demande qui est très forte. On est aussi en train de réfléchir à ce qu'on peut organiser autour de séances de cinéma en ligne. Évidemment, l'idée, c'est de maintenir un lien avec le public, avec vos publics, donc des instituts français, Alliance française, des cours de français, des salles de cinéma, des médiathèques, de compléter en fait l'offre en salle quand les salles sont fermées ou quand elles sont en train de réouvrir afin de pouvoir proposer des choses en ligne et de faire revenir les publics dans les salles. C'est évidemment la priorité. C'est aussi un soutien à l'industrie française, puisque nous achetons des films avec des droits pour une proposition en ligne à des exportateurs, à des vendeurs de films. Donc ça, c'est aussi un soutien à l'industrie française qui est important. Et l'idée, c'est d'avoir un format test qui nous permette de nous dire qu'on va probablement réitérer l'expérience autour de thématiques plusieurs fois dans l'année, 2 à 3 fois par an probablement, sur les conclusions qu'on pourra tirer de ce premier événement qui était très concluant, et de vous solliciter pour avoir un retour aussi. En tout cas, l'événement a été repris dans le monde entier, de la Chine au Kyrgyzstan, à l'Amérique du Sud, et donc on est très heureux de ce format. Et je voudrais maintenant passer la parole à mon collègue Fabrice Rosier, qui dirige le DDCA. Merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis aussi de vous retrouver à l'occasion de ces ateliers. Et comme ça a été déjà dit précédemment, tous, vous, nous, nos partenaires, face à cette situation inédite, nous avons cherché des solutions
pour maintenir nos projets et les adapter. Et dans le cadre du département du développement et coopération artistique, nous avons maintenu 85% de la programmation cette année, c'est-à-dire environ 350 projets, en permettant leur report à l'automne ou en 2021, et en maintenant également nos engagements en faveur de projets annulés ayant généré des dépenses. Alors de cette période très troublante, de ces expérimentations sur le vif, de cette pause forcée, qu'est-ce qu'on peut retenir? Cette crise nous donne à révéler, ça a déjà été dit, l'opportunité de repenser notre relation au réseau, ainsi que les contenus que nous souhaitons partager dorénavant. Cette crise a accéléré aussi les réflexions et les mutations sur de nouvelles modalités de coopération artistique et culturelle, et aussi une évolution de notre responsabilité sociétale en tant qu'établissement public. Alors, la semaine prochaine, on va se retrouver à la faveur de plusieurs ateliers. Un premier atelier traitera des multiples traverses précisément ces nouvelles modalités de coopération. Alors, nous pourrons échanger à travers différentes questions comment mener une action à l'international dans une société post-Covid, quoi des mobilités des artistes et des œuvres comme agents de pratiques éco-responsables, comment, et ça Agnès l'indiquait aussi tout à l'heure, articuler, trouver le bon équilibre dans l'hybridation des formats entre présentiel et virtuel, en particulier en faveur d'œuvres qui vont de plus en plus traiter ces sujets et sensibiliser les publics à ces sujets. Et également, comment renforcer l'implication des publics dans le design même de nos actions au moment même où, comme le disait tout à l'heure Agnès, vous avez vérifié un développement de ces publics et une transformation, un enrichissement des profils. Un second atelier sera dédié tout particulièrement au renouvellement de nos coopérations avec les territoires ultramarins. Ces territoires sont l'autre visage de la scène artistique française et ils offrent également d'autres foyers d'influence vers l'international. Et ce renouvellement se fera notamment à travers les fonds de mobilité Caraïbes et indiano-océaniques qui seront créés dans le courant de l'année 2020, via également l'accompagnement à l'international des artistes ultramarins émergents via le programme Paris que nous développons avec le soutien du ministère de la Culture et On the Move, et également via la participation de 11 institutions ultramarines dans les prochains catalogues de la collection qui réunit des équipes artistiques et des institutions françaises autour de formes légères destinées au réseau. Alors, d'autres axes de travail liés à la coopération, à la co-construction avec le réseau seront abordés la semaine prochaine afin de nourrir ensemble nos orientations grâce à vos suggestions, en particulier dans plusieurs domaines, le design, l'architecture, le lien social, territoire et art. Par exemple, un programme de soutien aux opérateurs africains donne actuellement un souffle nouveau à notre coopération. Accès Culture est le premier partenariat que nous nouons avec l'AFD sur la thématique du lien social, qui élargit le champ des ICC à celui de la culture comme outil du développement. Un dispositif d'aide aux institutions françaises, les conventions de développement, pour favoriser leur déploiement et leur mise en réseau à l'échelle européenne et internationale, diversifiera là encore nos actions de coopération, mais cette fois dans la promotion des valeurs culturelles européennes et le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Nous finalisons aussi une feuille de route territoire et art qui interroge les interactions entre art, culture et société, laquelle se concrétisera par la mise en ligne de ressources issues de projets réalisés ou en cours de réalisation au sein du réseau. Ce questionnement anime notre action tout particulièrement dans deux secteurs qui auront une riche actualité en 2021, l'architecture à Rio, Sao Paulo, à Séoul et à Venise, avec le pavillon français confié à l'architecte Christophe Hutin, et dans le domaine du design, au Salon du Meuble à Milan, et avec les postes qui ont fait du design une priorité ICC. De fait, rien ne peut plus se faire
sans le citoyen ni les territoires où que nous intervenions ensemble. En marge des AIF, enfin, une réunion sera consacrée tout à l'heure dans l'après-midi aux 8 relais et bureaux spécialisés dont la crise sanitaire a révélé la capacité d'innovation et d'adaptation grâce aux ressources, aux outils et aux méthodes qu'ils développent. Ce dispositif doit être aujourd'hui repensé dans une approche régionale et favoriser des synergies entre les relais et les bureaux. Enfin, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que toutes ces actions, toutes ces évolutions ne seront rendues possibles que si nous faisons plus encore équipe avec vous et que si nous parvenons à vous mettre toujours plus en relation les uns avec les autres. Je souhaite de bons ateliers de l'Institut français. J'ai hâte de poursuivre cet échange avec vous et maintenant je passe la parole à Éric Soulier qui est le directeur du DDP. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup Fabrice. Je crois que finalement, il y a une transition assez naturelle avec tes propos puisque tu as parlé très souvent des territoires et que dans le DDP, évidemment, un des pôles, c'est le pôle des collectivités territoriales et que dans la première situation, dans la première réponse qu'on a pu avoir à cette situation de crise, les collectivités territoriales ont été aussi très en pointe, très en avant et comme beaucoup d'autres opérateurs publics français, elles ont souhaité maintenir leurs aides et l'intégralité de leurs aides pour tous les projets et les programmes en cours. Et donc, ça a permis aussi à l'Institut français de poursuivre les programmes, les projets qui étaient dans ce cadre-là. Donc, pour nous, DDP, qui est donc un département avec 4 pôles très différents, comme vous le savez, le pôle Europe, le pôle des saisons, les collectivités territoriales dont je viens de parler et le pôle des résidences. On a eu 3 temps, on est dans 3 temporalités par rapport à la crise. La première, c'était la réaction, réagir, répondre aux besoins et à vos besoins. Donc, c'est ce qu'on a fait souvent ensemble. 2 exemples qui nous semblent assez marquants et qui font un peu référence ou écho à ce que Émilie, par exemple, pouvait exprimer, c'est avec la résidence de la Cité internationale des arts et la Villa Kujoyama. Dans les 2 cas, on est passé du présentiel au virtuel en faisant des open studios qui ont excessivement bien marché et qui ont... Donc évidemment, le deuxième temps, c'est un peu de tirer les enseignements et comme vous, et je l'ai entendu dans vos interventions vidéo, c'est quel enseignement tirer de cette crise et comment ensemble faire mieux et ne pas revenir dans un ancien mode et de faire évoluer ce mode qui a complètement changé puisqu'avant on était vraiment dans cette logique présentielle et rajouter du numérique. Et aujourd'hui, on est peut-être passé de l'autre côté dans cette logique usage du numérique habituel, mais bien évidemment, comment faire revenir le présentiel. Toutes ces questions se posent différemment, puisqu'encore une fois, je l'ai dit, on a 4 secteurs, 4 pôles qui sont assez différents les uns des autres. Pour revenir au territoire, travailler avec les collectivités territoriales, je crois qu'aujourd'hui, l'importance pour ces territoires, c'est évidemment la co-construction avec nous et avec vous, de donner de la lisibilité aussi à leur offre. Ça, c'est vraiment un travail important qu'on va mener tous ensemble au sein des différents départements de l'Institut français. Je fais encore référence à Fabrice, mais c'est vrai que l'atelier sur l'ultramarin montre qu'il y a une stratégie sur ces territoires qui sont des territoires que l'on croit, qui sont naturellement insérés dans le monde international. Leurs voisins les plus proches sont d'autres pays étrangers. Donc, c'est logique que les acteurs de ces territoires aillent vers l'international. Donc, c'est pourquoi nous allons travailler spécifiquement sur ces territoires, mais pas uniquement. Les territoires, eux aussi, sont en France engagés dans une grande réflexion et vous l'avez tous aussi bien entendu que moi, il y a vraiment une politique qui va se mettre en place. Il y a un projet de loi qui s'appelle 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration, qui aussi va permettre aux collectivités territoriales d'être au cœur de leur projet, de leur propre stratégie. C'est ce en quoi
on va travailler, nous, à l'Institut français, et faire en sorte que les conventions qui sont signées avec les territoires répondent à des objectifs clairs qui permettent au réseau d'appuyer les actions du réseau, que ça soit aussi bien dans un aspect culturel, mais aussi sur la langue française et dans l'accueil des étudiants étrangers en France, puisque, encore une fois, ces territoires, traditionnellement, alors cette année c'est encore un peu différent, mais accueillent beaucoup d'étudiants étrangers. Pour les résidences, on va poursuivre le travail déjà entamé, puisque la fabrique des résidences est au cœur de notre action. C'est un programme qui répond à vos besoins. Cette année, 9 projets sélectionnés dans une logique de structuration et vraiment de pérennisation de vos projets de résidence du réseau à l'étranger. En revanche, on va continuer aussi un travail, je ne sais pas si Alban de Nervaux est revenu, mais en tout cas, je voudrais remercier le ministère de la Culture parce que cette année, ils vont nous octroyer une petite rallonge budgétaire, bienvenue, pour renforcer le parcours des artistes français à l'international, dans cette logique justement d'un soutien à l'export, d'un soutien à cette logique de marché, donc ICC. On a tiré un constat, c'est qu'on avait une mobilité sortante qui était plus faible que la mobilité entrante, donc on va soutenir cette mobilité sortante, donc des projets des acteurs français. Au niveau européen, une excellente nouvelle qui est que l'Institut français a remporté une nouvelle fois la version 2 du projet Importunus, qui est donc un projet de mobilité des artistes. Pour faire court, c'est un peu l'Erasmus de la culture. Et pour vous donner une idée de la version 1, qui était une version test, il y a eu 3000 candidatures, 41 pays représentés, 337 bénéficiaires, et pour seulement d'une période très courte, d'avril à septembre 2019. Donc on va relancer ça dès 2020 avec nos partenaires européens dans un cadre beaucoup plus large, et donc ça va permettre une plus grande mobilité aux acteurs européens de la culture. Et on est en attente de deux réponses à des appels à projets européens, un sur l'Afrique de l'Ouest, c'est l'appel ACP qu'on appelle AWA, et un deuxième Academics sur l'enseignement. Alors enfin, une dernière information sur les saisons. Comme vous le savez, il y a 3 saisons qui étaient lancées, qui devaient s'étaler sur les 2 ans à venir. Donc Africa 2020, saison de la France au Japon et la saison France-Portugal. Ces 3 saisons, évidemment, ont été mises, non pas à l'arrêt, mais en tout cas, ont dû être repensées et dont les dates ont dû être redéfinir. C'est fait. Donc pour Africa 2020, de décembre 2020 à juillet 2021. La bonne nouvelle, c'est aussi que 90% de la programmation initiale a pu être reprogrammée. Donc c'est aussi un moyen d'être dans un cadre budgétaire qui reste contraint. Et donc je vous donne rendez-vous pour cette saison à partir de décembre 2020. Pour le Japon, on attendait évidemment d'avoir toutes les informations sur comment au Japon les choses se remettaient en place, et notamment au niveau des JO. Donc maintenant, on va se caler sur une saison qui viendra après les JO de Tokyo, donc d'octobre 2021 à mars 2022. Et enfin, sur le Portugal, c'est aussi une saison qui se déroulera de février 2022 à octobre 2022, de la manière qu'elle s'intègre, comme c'était prévu au départ, dans cette logique de continuité des présidences de l'Union européenne, portugaise, puis française. Et enfin, dans ce travail de réflexion qui est mené, évidemment, le travail avec les ateliers est important, mais je vous donne peut-être un rendez-vous agenda à noter sur la réflexion qui est ouverte, et ce mot a été employé plusieurs fois sur cette logique d'hybridation. Et donc là, la question se porte sur les résidences d'artistes, au travers d'un colloque qu'on va mener, donc qui devait initialement se faire en mars, un colloque avec Reflecting Residencies, donc au carreau du Temple. Ça se passera du 22 au 23 octobre, et ça sera justement dans une logique à la fois présentielle et en visioconférence. Je vous invite à nous rejoindre à ce moment-là, dans le mode que vous souhaiterez.
Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire pour le DDP. En tout cas, si on ne sait pas encore à quoi ressemblera le monde de demain, on essaie d'y travailler, d'y réfléchir, et on est à votre écoute pour le faire, pour le façonner ensemble. Et je suis ravi aussi de vous retrouver dans les différents ateliers de l'Institut français. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vais passer maintenant la parole à Judith Rose, qui est la directrice du département langue française, livres et savoir. Judith, la parole est à toi. Merci Eric. Bon, la chance d'arriver après une suite d'interventions déjà longues, mais rassurez-vous, je suis la dernière et je vais essayer d'être aussi brève et synthétique que possible. Je vais essayer de vous partager juste 3 diapositives. Donc, si vous ne les voyez pas apparaître, que mes collègues aient la bonté de me prévenir, parce que moi, je ne verrai rien par définition. Ça marche. Ça fonctionne? Ouais. Formidable, merci. Voilà, alors la première de ces diapositives, elle récapitule tout simplement certaines des actions que nous avons mises en place ensemble pendant la période de confinement. Pas toutes d'ailleurs, que mes collègues m'en excusent, mais avec un certain succès, voire un succès certain dont l'ampleur nous a parfois surpris nous-mêmes, hein, qu'il s'agisse de formats d'échanges internes comme les webinaires qui ont été mentionnés à plusieurs reprises et qui avaient pour objectif de vous aider à faire face, au fond, à la fermeture des établissements. Très gros succès auprès du réseau. D'offres culturelles en ligne telles que CultureTech, dont la fréquentation a littéralement explosé pendant la période de confinement et on espère en conserver une partie. Ou bien d'événements, de la production d'événements tout à fait inédits pour nous, puisqu'il s'agissait d'événements à distance, dans certains cas des événements professionnels, dans d'autres cas des événements grand public qui ont été coproduits par le réseau et qui ont, là encore, permis d'élargir notre audience et de créer, au fond, des communautés virtuelles, ce qui est une tendance que nous souhaiterions poursuivre à l'avenir. Alors, très brièvement, ce que nous en tirons, d'abord, je crois que comme toutes les crises, celle-ci, qui n'est d'ailleurs pas terminée, vous êtes nombreux à le souligner, a un impact négatif, bien sûr, mais a eu aussi des impacts positifs. Alors, le premier, il a été mentionné par tous mes collègues, c'est la conquête de nouveaux publics à laquelle on ne s'attendait pas forcément, mais qu'a permis le numérique. L'autre, moi, je trouve que c'était un moment assez paradoxal parce que, au fond, d'une certaine manière, c'était peut-être la première fois que dans le réseau, tout le monde, ou presque tout le monde, vivait la même chose en même temps. Et du coup, il y a eu un effet d'unité du réseau que j'ai trouvé très fort avec une multiplication des échanges, d'expériences, de bonnes pratiques, de ressources, parfois de coproduction d'événements, qui là encore est quelque chose sur quoi on souhaiterait capitaliser à l'avenir. Nous avons le sentiment que ce moment a renforcé le lien entre l'Institut français et le réseau, et en particulier la dimension de conseil, de formation, d'accompagnement que peut vous apporter l'Institut français. En tout cas, c'est là-dessus que nous allons travailler dans les mois à venir. Je pense que l'une des choses que nous partageons, c'est une interrogation d'assez long terme, finalement, sur la mobilité internationale des personnes. C'est apparu dans les interventions de mes collègues. Cette mobilité, c'était en tout cas notre modalité d'action majoritaire à nous tous. Et il va peut-être falloir, non pas s'en passer, je crois que personne n'y songe, mais s'interroger davantage sur son opportunité dans l'ensemble de notre programmation, quand on sait que bien sûr elle est impossible en temps de crise sanitaire, mais par ailleurs et sur le plus long terme, elle est également coûteuse budgétairement, écologiquement. Fabrice, tu parlais, je crois, de responsabilité sociétale et c'est bien l'un des sujets qui va nous préoccuper. Donc, il va falloir tous, collectivement, que l'on repense les équilibres entre présentiel et distanciel, peut-être aussi, plus largement, les équilibres entre la programmation événementielle, à strictement parler, et des programmes de coopération structurants de plus long terme. Voilà.
Le foisonnement de l'offre numérique, ça a été souligné aussi. Il nous semble aujourd'hui que notre rôle à l'Institut français, c'est peut-être moins de produire de nouvelles offres que d'éditorialiser les offres existantes, d'essayer de repérer celles qui correspondent le mieux à vos besoins et bien sûr vous accompagner à la médiation de ces offres auprès de vos publics. Ça fait partie du chantier digital que mentionnait Agnès. Et puis enfin, vous avez été très très nombreux à nous faire remonter un besoin renforcé de débat d'idées, bien sûr pour penser la crise, bien sûr pour penser l'après de la crise, et aussi pour permettre sans doute une inscription renforcée des instituts, des alliances, des établissements dans leur environnement local, un dialogue renforcé avec les sociétés civiles locales, et ce sera l'un des objectifs de la prochaine nuit des idées, sur laquelle vous avez dû recevoir une note diplomatique pour l'annoncer. Alors, du coup, comment ces différents constats vont-ils se traduire dans les semaines et les mois à venir? Quelques annonces. D'abord, Erol l'a mentionné, une nouvelle campagne digitale de promotion des cours de français. Les cours de français dans les instituts et dans les alliances, campagne que nous vous présentons ce jour même à 15h45. Et si on m'a mise à la fin, c'est pour faire le rabattage. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas mentir mon pouvoir de conviction et rejoignez-nous nombreux à 15h45 pour cette présentation. Vous verrez, ça vous sera très utile, je pense. La démarche qualité des instituts français et des alliances françaises sera évidemment au centre de toutes nos entreprises dans les mois et probablement les années à venir, puisqu'elle incarne finalement cette dimension d'accompagnement au changement dont nous vous avons tous parlé. Nous avons mis au point avec notre tutelle Affaires étrangères, avec la Fondation des Alliances françaises, une nouvelle méthodologie de déploiement plus massive, plus rapide, pour couvrir plus rapidement le réseau qui vous sera présenté lors d'un autre webinaire lundi à 14h. Enfin, les cours de français en ligne, tout le monde les a mentionnés. C'est évidemment un besoin urgent que de repérer les meilleures offres et mettre au point les meilleures offres pour le réseau. Nous allons relancer une étude sur le sujet. Nous en avions déjà fait une en 2014 à l'aune du numérique. C'est un siècle, évidemment, 6 ans, en particulier avec la période que nous venons de vivre. Donc, il s'agira à la fois d'une étude des besoins, de vos besoins et des offres existantes pour essayer de faire coïncider au mieux les unes aux autres. Et comme nous avons conscience qu'il s'agit d'une urgence, nous espérons aboutir d'ici la fin de l'automne ou d'ici l'hiver prochain, en tout cas cette année. Voilà. Le pôle Idées et Savoir vous proposera dans le courant de l'automne une série de ressources pour vous aider à faire votre programmation de débat d'idées. Ça commencera très probablement par une série de podcasts que nous sommes en train de produire sur le thème de la santé bien public mondial, un sujet qui vous en conviendrait d'actualité. Et puis pour conclure, je voulais vous rassurer, puisque nous avons eu des questions à ce sujet, sur le fait que nous relancerons bien d'ici le tout début septembre nos grands appels à projets annuels. La Nuit des idées, il y a déjà eu donc une note diplomatique, mais le Fonds d'Alembert, le Fonds Langue française, le Fonds Médiathèque 21 et bien sûr le programme d'aide à la publication. Tous ces programmes, probablement, selon des modalités repensées et renouvelées, pour tenir compte des constats et des enseignements que je viens de vous énumérer. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Je vous donne rendez-vous donc dans une demi-heure pour la séquence concernant la campagne de communication sur la langue française. À tout de suite et je repasse la parole à Erol. Merci beaucoup Judith et merci à vous toutes et vous tous qui avez fait cette présentation. Je crois qu'on avait vraiment à cœur de vous montrer nos premières réflexions, j'allais dire un petit peu à chaud, mais c'est plus vraiment à chaud parce que ça fait maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois qu'on réfléchit avec vous dans le réseau à ce qu'on peut mettre en place de manière un petit peu conjointe pour ce fameux rebond qu'on espère. Je crois que vous étiez nombreux à le dire, on n'est pas encore sorti de la crise, loin de là, avec des situations différenciées, mais je crois qu'il y a une volonté commune de l'Institut français Paris, du réseau des alliances et des instituts et des ministères, voilà, de travailler vraiment conjointement dans les prochaines semaines et les prochains mois pour
pour utiliser le plus intelligemment possible ce qu'on a vécu collectivement en France et surtout à l'étranger dans les postes. Donc on est en tout cas, comme je l'ai dit, on sera vraiment à vos côtés pour ça. Et la semaine qui va s'ouvrir lundi des ateliers va être déjà, je crois, un beau moment d'échange thématisé, problématisé avec vous tous sur ces questions-là. Voilà, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à être le plus participatif possible. Comme j'ai dit, on l'a vraiment conçu de cette manière-là, comme un moment d'échange, peut-être encore plus que les éditions précédentes, si c'est possible. On pensait que c'était vraiment requis. Voilà, juste un petit mot pour vous dire que Alban de Nervaux du ministère de la Culture m'a indiqué qu'il n'arrivait finalement pas à se reconnecter, donc il vous prie de l'excuser, mais on s'excuse aussi, nous, du côté de l'Institut français, parce qu'on n'a pas réussi à refaire le lien. On aurait beaucoup souhaité qu'il puisse dire un petit mot au nom du ministère et de la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Mais enfin, en tout cas, sachez, il me demande de vous transmettre son point de vue, que voilà, ils sont vraiment à nos côtés et c'est vraiment un travail collectif avec ces deux ministères. Je crois que c'est très important de le redire. Voilà, on a tenu à peu près en presque 1 heure, un petit peu plus. On a essayé d'être concis pour vous présenter comme toute la diversité des pistes et des mesures envisagées. Judith l'a dit, je crois que voilà, elle a fait le rabattage, comme elle disait, pour la campagne qui sera présentée à 15h45. Donc, je ne vais pas insister là-dessus, mais en tout cas, je vous invite vraiment à venir assister à cette présentation parce qu'elle est intéressante. Et vraiment, c'est encore ce qu'on espère être un beau moment, je dirais, d'adhésion à un projet collectif entre le réseau, nous et les ministères. Cette campagne peut être quelque chose d'assez assez mobilisateur pour tout le monde et avec un but qu'on partage vraiment tous et très urgent. Donc voilà, vraiment, je vous remercie encore tous et toutes pour votre présence ici en ligne et je vous dis à très bientôt, déjà à tout à l'heure et sans doute à la semaine prochaine. Merci encore, à bientôt.